Je suis Zoé Puilbaudin, je travaille pour l'antenne de la région Normandie à Bruxelles, qui est un service de la région Normandie basé à Bruxelles, qui relève de la direction Europe et internationale et qui s'occupe plus particulièrement du suivi des programmes de financement européens gérés directement par la Commission européenne et par ses agences exécutives, d'où l'organisation de ce webinaire. Avant de commencer, vous précisez de couper vos micros essentiellement, vos caméras, c'est moins crucial, mais c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou prendre la parole au moment des temps de questions-réponses sur ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, donc à partir du moment où vous participez, vous acceptez de participer à cet enregistrement. Et vous indiquez que le replay et la présentation utilisée aujourd'hui seront très bientôt disponibles sur le site L'Europe s'engage en Normandie sous le lien qui est indiqué sur la diapo. Donc ne vous inquiétez pas, vous recevrez tout. En termes de sommaire, rapidement, une intro très rapide de ma part, puis une présentation des appels du cluster 5 par les PCN Climat, Énergie, Mobilité de BPI France. Nous aurons aussi un retour d'expérience du projet Horizon Europe Formast de NEAC Industrie, qui est basé à Caen. Puis un temps de questions-réponses, une présentation de Jump Europe, l'outil d'aide au montage de projets de la région Normandie. Et je ne l'ai pas précisé dans le sommaire, il faudra que je le mette à jour, mais on reviendra également rapidement sur la mission adaptation au changement climatique d'Horizon Europe et dans laquelle la région Normandie est très impliquée, donc on fera un petit point sur cette implication. Et à nouveau, si on a le temps et si vous avez des questions, prévoir à nouveau un temps de questions-réponses. Donc, en introduction, vous indiquez qu'aujourd'hui, on vous présente les appels à projets 2026-2027 du cluster 5 parce que ces appels à projets vont bientôt être officiellement publiés. Les programmes de travail de la Commission européenne, donc les catalogues d'appels à projets, devaient être publiés hier. Je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si ça a été fait dans l'intervalle, mais voilà, sachez que c'est le début d'une nouvelle vague d'appels à projets d'Horizon Europe, nouvelle et dernière vague, puisque en 2027, le programme s'arrête. Donc, c'est vraiment les dernières opportunités sur le programme existant. Et c'est pourquoi on a souhaité vous présenter ces appels dès que possible. Ces webinaires, c'est aussi l'expérience, c'est aussi l'opportunité de partager l'expérience d'acteurs normands qui se positionnent sur ces appels à projets, d'où la présentation de NEAC Industrie aujourd'hui et un grand merci pour leur participation. Et ce webinaire s'intègre dans une série de webinaires sur les appels d'Horizon Europe. On en a déjà organisé 3 la semaine dernière et cette semaine. Aujourd'hui, c'est le 4e webinaire et il sera suivi encore par 2 webinaires qui seront organisés la semaine prochaine. Et encore une fois, tous les replays et les présentations seront rendus accessibles sur le site L'Europe s'engage en Normandie, au lien qui est indiqué sur la diapo. Donc voilà, vous ne recevrez pas de mail précisant que les supports sont disponibles. N'hésitez pas à vous rendre directement sur le site. Et sans plus attendre, je donne la parole à Massimiliano Picciani, qui est PCN Climat Énergie de BPI France, et Victor Bidou, PCN Mobilité, également chez BPI France. Victor, Massimiliano, je vous laisse prendre la main sur la présentation. Merci beaucoup Zoé, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, avec mon collègue Victor Bidou, nous sommes coordinateurs des équipes PCN sur le cluster 5. Pour ma part, cluster climat, énergie et Victor sur la partie mobilité. Je prends le contrôle de la présentation si cela est possible. Oui, c'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc, une présentation générale d'Horizon Europe assez rapidement parce que je pense que vous connaissez désormais bien ce programme qui date, qui a démarré en 2021. L'équipe PCN, Prendre le contact national, à partir du 1er juin dernier, ces mandats a été confiés à BPI France. Nous sommes tous responsables sectoriels dans la direction de l'innovation, plus précisément dans la direction des filières industrielles BPI France. Nous avons tous un profil ingénieur, docteur ingénieur, avec un passé dans l'industrie ou dans le laboratoire des recherches académiques. Et nous étions jusqu'à présent en charge des appels à projets France 2030, chacun sur un axe sectoriel. Et là, nous sommes devenus, à partir du 1er juin, aussi prendre des contacts nationaux sur les différents axes d'Horizon Europe
pour les clusters 4 et 5, donc à la fois la partie industrie, numérique, espace et la partie climat, énergie, mobilité. Aujourd'hui, on va être plutôt focalisé sur la deuxième partie, mais c'est là pour vous dire que on a quand même une certaine maîtrise à la fois de comment on opère des appels à projets au niveau national et sur des sujets thématiques. Donc, on va la mettre à service de cette tâche. L'équipe point de contact climat-énergie que j'ai le plaisir de coordonner implique David Pomonti, qui est notre référent sur la partie batterie hydrogène, Karima Benelage, qui est référent sur la partie capture, usage et stockage de carbone et biocarburant, Johan Co, qui est plus précisément sur les sujets éolien, hydraulique et chaleur industrielle, Sébastien Hollinger, les renouvelables, les photovoltaïques, la ville durable, et Benjamin Bartier, construction bâtiment. Nous avons cette même répartition thématique pour les axes France 2030. Hein. Donc, chacun de nous reste point de contact national sur les mêmes sujets, donc pour la même communauté de recherche et d'innovation qu'au niveau national, afin de la porter le plus possible vers l'Europe et vers les dépôts de dossiers pour les appels à projets européens. Victor, est-ce que tu souhaites présenter ton équipe mobilité? Oui, merci Massimiliano. Bonjour à tous. Donc, Victor Bidou, BPI France, je suis coordinateur PCN pour tous les sujets mobilité. Ça concerne la destination 5 et la destination 6 du pilier 2 cluster 5. Nous sommes également 5, hein, faisons partie de la même direction que l'équipe énergie-climat. Nous sommes donc à la fois évaluateurs instructeurs sur France 2030 et maintenant désormais aussi PCN pour le cluster 5 pour les sujets de mobilité. De mon côté, en tant que coordinateur, donc, je coordonne l'équipe, mais je prends aussi en charge des sujets en lien avec sur les thématiques de l'automobile, du ferroviaire, de l'ingénierie système. Et mes collègues ont chacun, se sont répartis aussi les sujets thématiques en fonction de leur expertise et de l'historique de leur mission chez BPI France. Laura Daniel est mobilisée sur les sujets aéronautiques principalement. Alioufal sur les sujets véhicules, automobiles et architecture véhicule. Amandine Cortier sur les sujets maritimes et fluviales, avec une spécialité dans les sujets de propulsion vélique. Et puis Salah Eddine Chatoui, également sur les sujets de mobilité routière, automobile au sens large, et en particulier sur les logiciels embarqués et les véhicules connectés et automatisés. Pour nous contacter, il y a une seule unique adresse email. Donc, pour les mobilités, c'est pcn-mobilité@bpifrance.fr. Et puis, Massimiliano aussi, pour son équipe, a une seule adresse email qui est pcn-énergie-climat, je crois, Massi. Je l'affiche. Elle est juste voilà, là en c'est ce bas. que vous avez en bas de la diapositive. Ouais, climat-énergie@bpifrance.fr. Vous le trouvez également sur les sites BPI et sur les sites horizoneurope.gouv.fr. Hein. Donc, vous nous contactez sur cette mail. adresse et nous, en tant que coordinateur, nous vous répondrons ou nous retransmettrons le message au bon responsable. Et n'hésitez pas à nous relancer si vous n'avez pas trop de réponses parce qu'on a vraiment beaucoup de sollicitations. Donc, parfois, il y a quelques mails qui se perdent. Je vous propose d'avancer, Victor, si tu es d'accord. Donc, un focus sur les piliers 2, cluster 5, climat, énergie, mobilité. Comme vous le savez, donc, le programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation et Horizon Europe 2021-2027, pardon, Zoé l'a rappelé tout à l'heure, 95 milliards d'euros. On est plutôt focalisé sur les piliers 2. Problématique mondiale et compétitivité industrielle. Donc ça, c'est un point très important. L'idée est d'avoir des projets collaboratifs sur des problématiques identifiées de manière top-down par l'Europe sur les aspects, les enjeux les plus importants de notre évolution sociétale, notamment par les biais de la réponse technologique à certains enjeux. Il s'agit donc d'une demande d'appel à projet qui vise des projets collaboratifs, comme je l'ai dit, transdisciplinaires, transsectoriels, transnationaux, sur des durées de 3-4 ans en moyenne, 2 à 3 millions d'euros minimum de budget par projet et 8 à 10 millions d'euros en moyenne, avec 3 typologies de projets, on y reviendra, RIA, IA, CSA. Je vous expliquerai par la suite quelle est la différence entre ce type de projet.
Les plans de travail et les work programmes par cluster. Comme je l'ai rappelé, il y a des éditions de work programmes tous les 2 ans. Et là, on est sur les derniers work programmes avant la fin d'Horizon Europe, qui est celui qui vise la période 2026-2027. Comme je vous disais, il y a 3 typologies de projets: ERIA, Research Innovation Action, IA, Innovation Action, CSA, Coordination and Support Action. Les 2 premières typologies de projets se différencient du fait du TRL, donc de la maturité technologique des sujets qui sont portés par les consortiums. Les RIA ont plutôt des TRL de sortie de 2 à 5. Donc, l'idée est d'établir de nouvelles connaissances ou explorer la faisabilité de technologies. Elles sont plutôt, donc, il s'agit plutôt de projets tournés vers les laboratoires académiques ou les industries, les entreprises qui souhaitent aborder des sujets de recherche plus ou moins fondamentaux. Les actions IA, Innovation Action, ont par contre un TRL de sortie bien plus élevé, de 5 à 8. L'idée est d'avoir des projets qui aboutissent pour produire des plans, des conceptions de produits, des process, des services. Et là, effectivement, on est plus dans le domaine de l'innovation, on est plus dans le domaine de quelque chose qui se rapproche de l'industrialisation. Les CSA, de leur part, ce ne sont pas des financements de projets de recherche et innovation, ce sont des financements de réseaux qui permettent des mesures d'accompagnement. Donc, faire travailler ensemble des acteurs privés et publics sur des sujets bien identifiés. Donc, il est très important de distinguer ces 3 typologies de projets attendus. Les critères d'évaluation. Oui. Une petite précision. Donc, pour l'ensemble de ces catégories de projets, les subventions, l'aide qui va être proposée si vous êtes lauréat d'Horizon Europe sur ce pilier 2, c'est une subvention à 100%. Que vous soyez une entreprise ou un organisme de recherche ou un laboratoire. Excepté pour les projets IA, où l'aide sera limitée à 70% pour les entreprises. Merci d'avoir rappelé, c'est très important. C'est très, très important de vos données financiers. Et donc, si on continue par contre sur les critères d'évaluation, REA et IA, 3 grands critères: l'excellence, l'impact, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre. Donc, l'excellence, c'est que les objectifs du projet doivent être exprimés de manière claire, pertinente, et la méthodologie mise en œuvre doit être solide, y compris en prenant en compte la dimension du genre et la dimension des aspects des sciences ouvertes. Sur la partie impact, il est important que les trajectoires, donc les résultats, les impacts escomptés du projet soient bien identifiés, soient effectivement significatifs et qu'il y ait une pertinence en qualité de mesure pour maximiser les résultats. Sur la partie qualité et efficacité de la mise en œuvre, là, c'est les plans de travail, donc la feuille de route du projet, comment vous pensez développer votre projet, comment vous pensez le faire avancer. J'ajoute une chose. Donc là, Massimiliano vient de vous présenter les 3 critères d'évaluation. Il faut savoir que l'évaluation se fait par des experts évaluateurs, par 3 experts évaluateurs par dossier en moyenne, qui sont mandatés par la Commission européenne, qui vont donc noter votre dossier sur 15, chaque critère d'évaluation ayant une note de 5. Donc, en les sommant, ça fait bien 15 points. Aujourd'hui, les taux de sélectivité sont quand même assez bas. Il y a une grande compétition dans les projets. Il faut donc, pour être lauréat, essayer de viser le 15. Et c'est ce que disait tout à l'heure Massimiliano, on est sur une approche top-down, sur ce pilier 2, avec des projets attendus qui sont extrêmement... les attendus sont extrêmement détaillés. Il faut vraiment répondre scrupuleusement à ce qui est demandé par la Commission européenne pour atteindre ces notes. Voilà. Et ce qu'on peut aussi ajouter, c'est que vous voyez ici que les critères financiers, situation financière des porteurs de projets ne sont pas dans ces 3 critères d'évaluation, car ce n'est pas évalué par les experts évaluateurs, et ça le sera uniquement uniquement pour les chefs de file dont l'aide sera supérieure à 500 000 euros, si, au moment de la signature de la convention, et ça sera effectué par la Commission européenne. Donc, si vous n'êtes pas chef de file avec une aide supérieure à 500 000 euros, les aspects financiers ne sont pas évalués. Merci de ce rappel. Donc, on part maintenant sur l'architecture du programme de travail.
Cluster 5, travail de l'Université 6, pardon, il y a un petit coquille dans la présentation. Avec des différentes destinations, 2 destinations qui visent la partie climat, 2 qui visent la partie énergie et 2 qui visent la partie mobilité. La première destination, sciences du climat, réponse à la transformation vers la neutralité climatique. Destination 2 de solutions intersectorielles pour la transition climatique. La destination 3 sur l'énergie, approvisionnement énergétique durable, sûr et compétitif et utilisation efficace, durable et inclusive de l'énergie. Et les 2 destinations suivantes, je te laisse, Victor. Oui, les destinations 5 et 6 concernant la mobilité, donc des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport pour la destination 5, et des transports sûrs et résilients et des services de mobilité intelligente pour les passagers et les marchandises pour la destination 6. Donc, là, on vous présente de manière un peu regroupée les différentes calls. Bien entendu, il y aura la possibilité ensuite, à la fois via nos webinaires et dans les programmes de travail, d'aller plus dans les détails des différentes calls. Là, l'idée, c'est vous donner un peu un aperçu macro des destinations, des types de calls qui sont au sein de ces destinations et du montant de l'argent qui est mis en face. Donc, pour la première destination, sciences climatiques et adaptation, on a 13 topics, 254 millions d'euros avec une série importante de calls qui sont essentiellement des RIA, donc essentiellement de la recherche fondamentale tournée vers le laboratoire académique, mais avec une ouverture, bien entendu, aux acteurs économiques, notamment les entreprises, et donc mesures de données climatiques, adaptation au changement climatique et évaluation des risques, politique climatique, coût de l'inaction, désinformation climatique et stabilité, modèle météorologique et climatique africain, projection et données climatiques, phénomènes météorologiques extrêmes, études du climat préhistorique, efficacité des politiques climatiques actuelles, mauvaises et bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique, collaboration avec l'Union africaine en matière climatique, cycle et transfert de carbone sur terre et mer, scénario intégrant des éléments non climatiques. Donc, comme vous le voyez, on a un volet important de sciences du climat, météorologie, et donc de sciences dures, tout ce qui est nécessaire pour faire de la modélisation, mais avec une attention également importante sur les aspects sociétaux. Et donc, un appel clair au SHS, sciences humaines et sociales, pour s'impliquer là-dedans. Également, sur les aspects évaluation des risques, notamment, ou coût de l'inaction, vous pouvez avoir une possibilité de mobiliser des acteurs, des assurances, par exemple, ou des entreprises qui souhaitent effectivement se pencher sur quels sont les risques et quelles sont ensuite les retombées économiques de l'inaction climatique. Sur la deuxième destination, c'est marqué batterie, mais je pense qu'il y a une coquille. 8 topics, là c'est plutôt... pardon, je vais regarder quelque chose. Ok, bon, ça reste comme ça. Donc la partie batterie, recyclage des batteries, compétitivité, mobilité. Et là, on est sur 278 millions d'euros. Compétitivité et production de batteries à lithium. Je pense qu'il y a une coquille par rapport à la présentation qu'on vous a envoyée. On va la vérifier par la suite. Sur les aspects énergie durable, sécurisée, compétitive, là, on est sur 32 topics, 775 millions d'euros. Énergie renouvelable, 478 millions d'euros. Donc, 18 topics, comme vous le voyez, c'est assez large comme sujet. Compétitivité, technologie d'énergie renouvelable, technologie renouvelable de nouvelle génération, recherche sur l'énergie éolienne, réduction des risques pour les carburants renouvelables, démonstration de biocarburants solides, durables et cogénération, système solaire, évaluation des ressources géothermiques, cofinancement des chaînes de valeur des carburants renouvelables, amélioration du système ou le moteur et marin-moteur, renouvelable en Afrique, modernisation des centrales hydroélectriques, modules photovoltaïques sans argent ni indium, technologie tandem pour les photovoltaïques, conception innovante des systèmes photovoltaïques et production avancée de photovoltaïque, industrialisation. Donc, comme vous le voyez, là, on touche vraiment l'ensemble des énergies renouvelables, à la fois sur les aspects compétitivité, donc d'évaluation macroéconomique, sur la partie éolienne, sur la partie des biocarburants, sur la partie du photovoltaïque, sur la partie des géothermies profondes et sur la partie hydroélectrique ou énergie de la mer. Donc, on est également très large là-dessus.
Captage et stockage de carbone, capture et stockage de carbone, 4 topics, donc un montant d'aide un peu moins important, 77 millions d'euros, stockage CO2 en aquifère, capture directe du CO2, cadre européen pour le transport et le stockage du CO2, et cluster industrie et captage et stockage du carbone. Et ensuite, sur le troisième volet, système énergétique, réseau et stockage, donc 220 millions d'euros, 11 topics, résilience des systèmes électriques, équipement et stockage de l'énergie durable, stockage au réseau, prévision par intelligence artificielle, et là c'est un point important, contrôle, prévision ou validation à grande échelle d'outils IA pour la gestion du stockage énergétique, des salles de contrôle avancées pour les réseaux et gestion avancée du réseau de la distribution. Donc là, effectivement, on est sur toute une série de technologies qui peuvent être déployées pour le stockage d'énergie. Sur ces trois volets-là, donc sur la destination 3, comme vous l'avez peut-être compris, on va aller plutôt sur des projets de type IA. Donc, des projets qui ont une maturité technologique un peu plus avancée et donc qui permettent d'aller un peu plus vers l'industrialisation des solutions proposées. Destination 4, donc l'usage efficace et durable de l'énergie, 9 topics, 171 millions d'euros. Sur la partie bâtiment, il y a 7 topics, 139 millions d'euros. Et là, on aborde plutôt des sujets concernant des facteurs socio-économiques dans la performance énergétique, la rénovation à faible impact, des carbones intégrés dans les cycles de vie du bâtiment, logement durable et abordable, techniques robotisées pour la construction, optimisation thermique des salles informatiques et circularité dans la rénovation des bâtiments. Donc là, on est vraiment sur toute une série d'actions qui visent l'amélioration de l'efficacité énergétique sous les différents volets. Hein. Donc on a rénovation, bilan carbone, techniques robotisées et bien entendu aussi la partie circularité, hein, donc l'inscription de tout cela dans un cadre d'économie circulaire. Et dernier volet, donc la chaleur industrielle, 32 millions d'euros, donc c'est un montant assez réduit, démonstration de solutions de valorisation de la chaîne de la chaleur dans l'industrie et la conversion de chaleur industrielle en énergie mécanique ou électrique. Là, on est également sur, comme vous l'avez compris, des topics avec un intérêt assez élevé, principalement qui visent le déploiement de solutions technologiques à l'industrie. Sur la destination suivante, je passe la main à Victor. Oui, pour les destinations 5 et 6 qui concernent la mobilité, nous sommes sur différents types de transports. Hein. Ça concerne la mobilité routière, l'aéronautique, le maritime et le fluvial, et puis aussi dans une moindre mesure le ferroviaire ou les transports d'intermodalité. Dans la destination 5, qui s'appelle « Des solutions propres et compétitives pour tous les modes de transport », il y a un budget alloué de 287,5 millions d'euros pour 20 topics, donc 20 types de projets différents. On retrouve 4 thématiques. La première, c'est les transports routiers zéro émission, avec des projets attendus de démonstration à grande échelle de déploiement de poids lourds ou de bus électriques sur des grands corridors européens, des démonstrations d'architecture logicielle, de Software Defined Vehicle, des projets d'économie circulaire et de gestion de cycle de vie de chaînes de traction électrique, à la fois basés sur la donnée et aussi par la création de passeports produits. Le développement et le déploiement de chaînes de traction électrique modulaires, qui soient à la fois modulaires, mais aussi avec des tensions supérieures aux 800 volts. Et puis des solutions de sécurité incendie avec des problématiques à traiter d'atténuation des emballements thermiques. Sur le second thème, qu'on appelle sous-destination, c'est la santé et environnement lié au transport. Les projets attendus concernent des solutions permettant de diminuer et de mesurer tout ce qui est pollution hors échappement, comme les poussières de frein, par exemple les particules d'usure de pneus. Et également des projets visant à évaluer les activités aéroportuaires concernant leur impact sur la qualité de l'air et du bruit. Sur les sujets waterborne transport, c'est là où il y a le plus de projets attendus. Ça va de chantiers navals durables et automatisés, de création de ports durables et numériques,
de transport maritime à base nucléaire. Et puis d'une manière globale sur donc, tout ce qui est décarbonation de la filière maritime et fluviale en utilisation d'autres choses que des tractions thermiques diesel, en utilisant voilà, du nucléaire, de la batterie. Et puis il y a l'aviation avec 3 topics pour tout ce qui est aide à la conception dans l'aviation, que ce soit à la base d'IA, principalement à base d'IA, et puis la gestion aussi de comment réussir à baisser le bruit, l'impact bruit des avions. Sur la destination 6, merci. Nous sommes sur 12 topics, donc 12 types de projets différents, pour 202,6 millions d'euros de budget. La destination 6 concerne des transports sûrs et résilients et des services de mobilité intelligente pour les passagers et les marchandises. Ici, il y a 4 grandes thématiques. Je vous parlerai des 3 premières, la 4e étant un sujet assez particulier, mais on pourrait y revenir. Vous pourrez retrouver des informations sur nos autres webinaires. Les 3 premiers concernent, le premier concerne les sujets CCAM pour Connected Cooperative and Automated Mobility. Donc, c'est des démonstrations à grande échelle de véhicules de toute taille, autonomes et connectés, et comment l'IA aussi générative peut être utilisée dans ce type de services et de solutions. Le second thème sont les transports multimodaux pour la mobilité en ville, pour le fret aussi, et comment connecter les zones rurales et urbaines pour lutter contre la précarité des transports dans ces zones-là. Le troisième thème concerne la sécurité et la résilience des transports. Ici sont traités des projets qui ont fonction de réduire le nombre de victimes et de blessés transports, en particulier en zone rurale, de développer des systèmes réactifs basés sur la donnée en temps réel pour gérer les perturbations dans les transports de passagers, et puis des alternatives au GPS en utilisant par exemple la 5G ou des traitements de signaux autres pour tout ce qui est navigation dans l'aviation et les drones. Tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Oui, alors, il se trouve que nous venons de vous présenter, d'une manière, comme l'a dit Massimiliano, macro, les destinations et les types de projets attendus. Il faut savoir que côté mobilité, nous avons fait un webinaire où nous avons passé en revue chaque topic un par un dans le détail la semaine dernière, et que aujourd'hui, l'ensemble de ce webinaire, le replay et le guide de présentation, on parle vraiment d'un guide, sont disponibles et seront mis à disposition de Zoé pour que vous puissiez les obtenir. Et il se trouve que Massimiliano fait le webinaire pour son périmètre aujourd'hui. Donc, dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Donc, vous pourrez aussi avoir accès à ce webinaire où nous traiterons les topics aussi de manière individuelle, avec plus de détails. Tout à fait. Et également, il sera enregistré et disponible sur nos pages LinkedIn et voilà, sur le site. Nous vous invitons fortement, si vous n'avez pas encore aujourd'hui entendu parler de nos webinaires ou de toute autre action côté BPI France, de vous inscrire dans notre liste de diffusion. Alors, aujourd'hui, pour le faire, il faut tout simplement nous envoyer un mail sur nos adresses mail génériques, là, PCN-mobilité ou PCN-climat-énergie, et nous vous ajouterons à notre liste de diffusion et vous serez donc informé de toutes les communications ou actions futures de la part des PCN. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page LinkedIn. Donc, j'avance. Information pratique et accompagnement. Ça, c'est effectivement en plus de l'aspect financier. Quels sont les bénéfices de participer à un projet européen? J'imagine que côté région Normandie, cela vous a été expliqué, mais on veut quand même insister là-dessus parce qu'il est important d'augmenter la participation française à ces appels à projets. Donc, d'abord, accroître sa visibilité. Ça permet de devenir membre d'une communauté de lauréats
européenne, être identifié pour valoriser ses réalisations, son expertise. Donc, vraiment se mettre en avant pour ses compétences et pour la réussite qu'on a dans les projets qui sont portés. Ensuite, créer un réseau européen international, passer à l'échelle européenne, ça permet de dépasser les frontières de son marché, notamment pour les entreprises, où ça permet effectivement de rayonner et d'établir des collaborations, des partenariats par les laboratoires académiques. Collaborer avec les meilleurs acteurs du climat, du secteur, de l'énergie, du transport, toutes tailles confondues. Également, développer des stratégies. Donc, mener un projet de grande envergure en partageant les risques et les partenaires, créer des conditions de mise en relation avec des futurs clients, bénéficier d'un levier important pour l'innovation, s'ouvrir vers de nouveaux secteurs et de nouveaux champs technologiques et se donner les moyens d'anticiper la stratégie à moyen et long terme. C'est-à-dire, en fait, les projets européens est un moyen de se positionner dans un paysage, d'affiner, d'améliorer sa stratégie et de pouvoir la développer pour rester compétitif tout azimut. Et enfin, accroître son expérience, donc développer une expérience dans la conduite de projets de grande envergure, des projets qui sont certes complexes parce qu'ils sont partenariaux, parce que vous avez des partenaires d'autres pays qui parlent d'autres langues, qui ont d'autres manières de travailler, mais cela vous permet effectivement de développer votre capacité de gestion, de management et de compétences des équipes. Les sites de référence, donc vous le savez, il y a les sites de la Commission européenne, il y a les portails des financements, il y a les sites Horizon Europe en France. Bientôt, on aura aussi des sites chez nous, BP France, pour nous donner toutes les informations nécessaires. Comment faire pour identifier des partenaires? Là, c'est pour les appels mobilité. Je te passe la main, Victor, mais il s'agit du même schéma également pour climat-énergie. Donc, Victor vous présentera la partie mobilité, mais en fait, pour la partie climat-énergie, c'est exactement la même chose. Oui, donc c'est très utile pour candidater, il faut donc créer des projets multipartenaires. On est passé rapidement dessus, donc je rappelle, il faut être au moins 3 partenaires de 3 pays différents, pays appartenant à l'Union européenne ou étant parmi la liste des pays associés. Il y a plusieurs dizaines de pays aujourd'hui qui font partie des pays associés. Donc, il faut absolument que vous créiez un consortium pour pouvoir déposer un dossier. Alors, ce que je vais vous présenter là, ça peut être utile pour déposer un dossier sur Horizon Europe, ça peut être utile aussi pour votre activité, le déploiement de votre activité en dehors même de Horizon Europe. Il y a d'abord le site Cordis qui regroupe l'ensemble des lauréats sur H2020, Horizon 2020 et sur Horizon Europe. Donc, vous pourrez retrouver par topic, donc par sujet, tous les lauréats, leur activité et les subventions obtenues. Ensuite, il y a aujourd'hui les topics, et vous le verrez dans le programme de travail quand vous irez le lire. Certains partenariats existent sur les topics. Ici, vous avez une liste des partenariats pour le destination 5 et 6 mobilité. Donc, avoir accès à ces partenaires qui sont souvent qui sont structurés sous forme d'association, vous permet également d'être mis au courant des grands groupes de travail sur des sujets précis. La slide suivante, s'il te plaît, Massimiliano. Ensuite, vous pouvez, si vous êtes une PME, faire partie, on vous encourage fortement de faire partie du réseau EEN pour Enterprise Europe Network, et qui permet de regrouper toutes les entreprises PME en Europe et de se mettre en relation. Oui, je me permets, c'est un réseau sur base régionale. Hein. Donc, j'imagine qu'il y a sûrement dans ce webinaire des représentants pour la Normandie de ce réseau. Donc, on vous invite vraiment à vous inscrire parce qu'on trouve que c'est un réseau extrêmement important en temps de relais d'information, mais aussi de mise en place des premiers noyaux, disons, de partenariats au niveau français pour ensuite aller vers des partenaires européens. Ensuite, vous pourrez trouver un appui pour créer un consortium auprès de cabinets de conseil, tout simplement, qui sont spécialisés dans la création de consortiums.
Vous pouvez par exemple vous tourner vers l'association l'ACI, dont on vous met ici le lien qui regroupe les principaux cabinets français. Et puis, une manière la plus simple et dont je vous invite fortement à le faire rapidement, que vous soyez candidat ou pas finalement, ou très actif ou non dans la création d'un consortium pour Horizon Europe, ce sont les outils de recherche de partenaires. Pour le cluster 5, il y a l'outil Greenet Partner Search Tool qui permet tout simplement, via la création d'une fiche assez rapide, de pouvoir voir si vous avez des matchs, enfin si vous avez d'autres porteurs de projets intéressés par les mêmes sujets et vous pourrez ensuite vous mettre en contact pour monter vos projets. Voilà. Alors, Donc, les vas-y. outils. Vas-y, je te fais, Victor, vas-y. Non, bah, je t'en prie, vas-y. Je parlerai peut-être de la troisième, de l'outil Parfait. Booster votre candidature. Oui. Parfait. Donc, les outils qu'on a, parce qu'effectivement, monter un consortium avec des partenaires à l'international et en Europe n'est pas simple. Ça demande quand même un certain nombre de compétences. Et donc, nous avons au sein de BPI France un outil qui est un DIAG, partenariat technologique international, qui permet de préparer cette candidature à un appel à projet européen en montant, avec un accompagnement personnalisé, en montant des consortia avec l'international. Donc, pour qui c'est un DIAC qui s'adresse plutôt vers start-up PME, avec des entreprises innovantes sur un territoire français, et la prise en charge de 50%, donc avec une assiette éligible de 25 000 euros hors taxe, si l'entreprise est chef des files du consortium, jusqu'à 5 000 euros si membre de consortium. Et l'idée est effectivement de préparer ces partenaires technologiques, vous aider dans la rédaction, le dépôt de dossier de candidature, négocier l'accord de consortium avec les autres partenaires, y compris via un assistant juridique pour tout ce qui est gestion de la propriété intellectuelle. Donc, c'est extrêmement important, une fois qu'on s'ouvre au travail avec d'autres partenaires en Europe, à l'étranger, que les choses se passent bien et donc que vous soyez accompagné dans les montages de ce projet. Victor, je te rends la main. Oui, d'accord. Alors, il y a aussi le service MRSEI qui est opéré par l'ANR, qui propose d'accompagner des laboratoires qui souhaitent être chefs de file sur le dépôt d'un dossier, Horizon Europe, et donc de les accompagner via un certain nombre d'outils, de conseils, de suivi, et de les accompagner aussi financièrement avec des aides qui peuvent aller jusqu'à 36 000 euros pour un accompagnement de 2 ans. Donc pour ça, il faut candidater sur le site de l'ANR dont le lien est écrit en bas, et ça concerne vraiment les laboratoires en recherche publique français en tant que chef de file d'un consortium. La slide suivante, on va vous parler d'une journée, c'est un événement assez inédit pour nous, dont la première édition aura lieu le 22 janvier 2026, mais qui pourrait se répéter tous les 6 mois, qui est une journée qui s'appelle « Booster votre candidature Horizon Europe avec BPI France ». Donc ça concerne tous les topics du cluster 4 et du cluster 5 du pilier 2. Donc si vous êtes candidat et si vous avez comme objectif de déposer un dossier dans les 6 prochains mois, donc sur des calls dont la clôture se termine dans les 6 prochains mois, on vous invite fortement à vous inscrire à cet événement. Vous avez le lien en bas de cette diapositive, qui vous permettra à la fois d'écouter, d'assister à une table ronde avec des témoignages de lauréats, des experts évaluateurs, bien sûr les PCN, et aussi des cabinets de consultants spécialisés dans Horizon Europe qui vous parleront d'Horizon Europe et qui vous donneront tout type de conseils et répondront à tout type de questions. Et sur cette journée aussi, des rendez-vous conseils personnalisés pour les porteurs de projets avec des PCN et des consultants spécialisés sera possible. Et pour ceux qui auront même un dossier à présenter, vous pouvez nous l'envoyer par email. Vous verrez toutes les informations sur le lien. Alors, normalement, les candidatures se terminent demain pour ceux qui auront un dossier à nous présenter. Mais on peut être un petit peu souple sur la date, si vous vous dépêchez de le faire.
Et si vous avez un dossier que nous jugeons suffisamment mature pour passer du temps avec vous, pour le fignoler, pour l'améliorer, eh ben, nous passerons 1 heure avec vous en tant que PCN avec un expert consultant spécialisé en Horizon Europe pour vous aider à y voir plus clair sur comment améliorer votre candidature. Voilà. Donc, profitez-en, inscrivez-vous, c'est maintenant, puisque la date se rapproche et nous sommes dans l'organisation de cette journée. Donc, n'hésitez pas à le faire rapidement. Et nous sommes arrivés à la fin de la présentation, donc merci beaucoup. Zoé, je te rends la main. Oui, je reprends. Merci beaucoup pour vos interventions et en particulier de vous être rendu disponible alors que, en effet, vos webinaires ont eu lieu soit tout juste avant, soit juste après ce webinaire. J'en profite pour vous indiquer donc que en complément du DIAC PTI et du MRSEI, donc un petit peu plus tard dans le webinaire, on vous présentera l'équivalent mis en place par la région Normandie qui s'appelle Jump Europe et qui peut être complémentaire en termes d'accompagnement. Et j'ai indiqué dans le chat les liens pour avoir plus d'informations sur le réseau Entreprise Europe Network en Normandie, donc auprès de l'AD Normandie et de la CCI. Et également, j'indiquais que le réseau de PCN Greenet que vous mentionniez organisera le 14 janvier 2026, je crois, un événement à Bruxelles, un événement de matchmaking, donc pour faciliter le réseautage entre partenaires européens en marge d'une session d'infos européenne. Donc voilà, effectivement, Greenet, c'est un outil très utile pour vous aider à trouver des partenaires si vous êtes coordinateur, mais aussi potentiellement faire connaître votre expertise pour intégrer un projet en cours de montage. Donc encore merci pour vos interventions. Et pour entrer vraiment dans le vif du sujet et peut-être pour mettre un petit peu de chair dans ce que vous avez présenté, je donne la parole à Ina Alio de NEAC Industrie pour un retour d'expérience sur le projet Formast qui a été financé dans le cadre du cluster 5 d'Horizon Europe. Ina, je vous laisse prendre la main sur la présentation. C'est bon pour moi. Bonjour à toutes et à tous, Ina Alio, chargée de projet européen au sein de NEAC Industrie. Je suis aujourd'hui accompagnée par le président de NEAC Industrie, Alain Alliot, et on va se partager cette présentation. Donc, je passe la parole à Alain Alliot et je vais changer les slides entre-temps. Merci à tous pour cette invitation à présenter cette expérience. En fait, NEAC Industrie est une jeune entreprise, un bureau d'études qui a obtenu le rescrit de GEI et grâce à ces programmes européens, nous avons pu nous développer dans 3 domaines, la navigation électrique, la navigation autonome, connectée et cybersécurisée. Et en fait, on visait 3 marchés. Au départ de notre création, c'était à la fois des passeurs de rive autonomes, mais également de la logistique urbaine autonomisée, et c'est bien le sujet de Formast, mais aussi nous avions en tête des plateformes scientifiques autonomes, et c'est un autre thème qui pourra être abordé plus tard. Les projets d'études qui nous ont permis de nous développer, parce que nous espérions avoir un soutien qui n'a pas eu lieu dans le cadre des Jeux Olympiques sur la démonstration de passeurs de rive autonomes. En fait, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur les programmes européens et en particulier, on est là pour présenter un peu Formast, ce que Ina et moi-même allons nous faire. Donc, Formast. Donc, Formast, c'est un projet qui est pour l'objectif, c'est le projet et RIA, cela veut dire recherche et innovation. Il a pour l'objectif de montrer l'étude de faisabilité pour transférer du fret routier vers le transport fluvial grâce à des navires petits, flexibles, automatisés et zero emission. En anglais, cela veut dire SFAS, Small Flexible Zero Emission Vessel. Donc, le projet il a débuté en 2024. Pour l'objectif de durée de 36 mois.
C'est le projet assez costaud parce que cela regroupe 16 partenaires entre les industriels, PME, les plus grandes, les startups, les universités, les opérateurs de transport, certains centres de recherche en logistique et aussi les associations avec les compétences spécifiques dans le logistique, mais aussi pour le montage du projet. Donc, plusieurs pays. 3 Living Lab, parce que c'est extrêmement important de démontrer dans les projets d'études de la faisabilité qu'il y a les études opérationnelles, donc les expérimentations. Alors, je vais reprendre un petit peu la main parce que sur la constitution du projet, c'est une phase extrêmement longue et merci aux intervenants précédents d'avoir exposé à quel point ce genre de webinaire est important. Comment il faut identifier le projet, qu'est-ce qu'il faut comme explication. Et donc, c'est un travail qui a pris plusieurs années en réalité et qui était issu de premiers travaux que nous avions réalisés avec d'autres partenaires où finalement toujours le Living Lab de Caen était mis en exergue. Alors, le point le plus important, c'est, au-delà de l'identification du projet, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est effectivement de trouver les partenaires, ce qui a été souligné, mais c'est surtout de commencer à négocier le consortium, c'est-à-dire c'est une sorte de tunnel de conversion dans lequel on va arriver à la description précise des tâches des uns et des autres et la description des divers work packages. Et c'est une tâche très importante parce qu'il a été souligné par les précédents intervenants qu'effectivement, on était contraint à un certain nombre de réglementations administratives qui sont finalement le cadre juridique du travail qui est à réaliser. Donc, si tu vas revenir. Donc, j'aimerais bien quand même revenir sur le sujet de l'organisation du consortium et la gestion du projet pour les gens qui n'ont pas encore eu cette expérience. Donc, c'est extrêmement lourd au niveau de qu'il y a le cadre spécifique qui est défini par le Grand Agreement entre les partenaires qui participent au projet. Et déjà, dès le départ, le cadre de travail il est bien identifié, bien rédigé par les partenaires. Donc, cela veut dire que à la tête du consortium, toujours, il y a le chef du fil coordinateur qui doit gérer tous les partenaires. Ensuite, il y a l'organisation des work packages, le plan de travail entre les partenaires. Chaque work package, il est géré par le chef du work package qui est à la fois sur la faisabilité technico-économique. Ensuite, on a le work package qui est dédié uniquement sur le développement technologique. Work package 3 qui est normalement, il est dédié sur l'expérimentation parce qu'on doit démontrer que l'argent investi dans les projets, il y a quand même dans les résultats. Et ensuite, les conclusions, qu'est-ce qu'on fait par la suite avec le projet, quels sont les outputs, qu'il peut être transférable dans les futurs appels à projets. Alors, en fait, le point le plus important pour notre avantage par rapport à vos négociations, c'était effectivement le fait, grâce à la région Normandie et au canal de Caen-la-Mer et géré par le port de Normandie, avoir un terrain d'expérimentation technologique tout à fait particulier et remarquable qui comporte à la fois un terrain de 15 km de long pour faire toutes sortes d'expérimentations, mais également des programmes immobiliers, des programmes logistiques, la capacité à montrer de l'interopérabilité, de la flexibilité dans la logistique et les livraisons du dernier kilomètre, et enfin un outil qui nous permet de faire des développements technologiques comme la reconnaissance d'objets ou, disons, des évitements. Alors, 4 innovations, 4 lots ont été attribués dans nos travaux. Le premier, c'était l'innovation décarbonée de la logistique urbaine. Le deuxième, c'était évidemment de collecter des données sur nos plateformes
Et ça, c'est très important. Et dans la photo de droite, vous voyez, Ina a souligné l'importance des travaux avec les universitaires. Enfin, là, on était dans un cadre RIA et il a été précisé que c'est tout à fait nécessaire d'avoir de bonnes relations et de traiter, bien sûr, tous les accords de confidentialité, mais d'avoir de bonnes relations avec des universitaires, car c'est le seul moyen de faire des avancées et de préparer des blueprints. Donc, la collecte de données était un point fort dans notre dossier. Et ces données, bien évidemment, il fallait les fusionner. Et voilà. Attends, ouais. Il fallait les fusionner. Et toute la fusion des données opérées sur ce Living Lab a créé de la valeur ajoutée pour préparer ce qu'on appelle la navigation téléopérée, qui sera une solution pour le futur pour résoudre la problématique du manque de mariniers en France. Mais également, et là, ça concerne des éléments que j'ai observés dans la destination 3 sur la prise de décision de l'énergie, testée sur des bases de données. Effectivement, tous nos travaux ont permis de développer des algorithmes de gestion de l'énergie embarquée pour pouvoir optimiser les flux de déplacement en fonction des missions à obtenir. En fait, on va passer maintenant sur la partie la plus importante. On a simplement voulu présenter ce que nous avons apporté dans la chose, mais la chose le plus importante, c'est la gestion des livrables. Et là, Ina va vous commenter son activité. Effectivement, il faut prendre en considération que parmi les règles strictes dans la gestion du projet, il y a toujours les rendus. Les rendus qui sont vraiment chronophages et bien déjà définis dans les grands agreements, avec les dates, avec la responsabilité des porteurs. Donc, ça, c'est l'exemple assez court pour vous donner que, par exemple, les livrables avec les périodicités entre les 6, 18 et 36 mois. Donc, normalement, si on est à la charge, comme nous sommes NEAC, nous sommes à la charge de la gestion des tâches, d'une tâche précise. On doit fournir 2 fois sur 36 mois, 2 livrables et ensuite, quand nous sommes les porteurs de Living Lab France, c'est pareil, il y a le 2 livrables. Donc, au total, il y a le 4 livrables qui doit être livré pendant les 36 mois. Ce sont vraiment les documents lourds parce que ça prend du temps sur la rédaction, la conception et la vérification. Il y a l'évaluation de la qualité de ces livrables et bien sûr que ces livrables ils sont déposés auprès de le Project Officer européen. Donc, il y a vraiment très forte examination des travaux. La gestion budgétaire est également un point important. Vous imaginez que le fait de recevoir des subventions a des conséquences obligatoires et nécessaires, en particulier pour les petites structures, la nécessité d'avoir souvent un commissaire aux comptes pour valider l'affectation et le temps de gestion budgétaire et le reporting et l'affectation et le contrôle que chaque chose développée est bien affectée et financée par le projet mais n'est pas qu'il n'y a pas de doublon de financement est un travail administratif assez important et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Voilà. Donc, il y a les périodes à la fois chaque 6 mois, c'est en interne. Les informations doivent être recueillies par le chef de file et ensuite, il y a le dépôt du reporting financier un petit peu plus lourd et plus important. C'est pour ça qu'il y a le screenshot de quelques informations sur le fonds, sur le European Funding Tender Portal. Et ensuite, cette information, il va être vérifiée au niveau de la Commission européenne devant le Project Officer européen qui est dédié à chaque projet européen. En résumé, ce qui a été pour nous une accélération tout à fait conséquente, tout ce programme FORMAST, les points forts, c'est évidemment le soutien institutionnel, l'expertise des partenaires et en particulier des partenaires universitaires, mais pas que, puisque dans notre consortium, nous avions d'autres partenaires comme ABB, comme Industriel, c'était une référence, mais également CIFAR, qui est une entreprise très avancée dans le remote control. Et donc, ça a permis de développer des compétences.
Les points de vigilance qui a déjà été signalé, c'est le formalisme administratif et le temps nécessaire pour rédiger les rapports, en particulier financiers, mais surtout les livrables. Et nous avons obtenu 3 types de résultats positifs. D'abord, une retombée pour la structure de recherche que nous sommes et de développement. Ça nous a donné une visibilité et merci à la région Normandie de nous donner la parole aujourd'hui. Et ça, je l'espère, nous permettra de développer de nouvelles opportunités. Mais également, nous avons fait des avancées scientifiques et technologiques puisque nous avons eu le plaisir de voir un laboratoire universitaire belge faire des publications sur les données que nous avions obtenues et transmises, bien sûr, dans le cadre de ce consortium, des données précises, et on sait à quel point aujourd'hui la donnée est importante. Enfin, cette capacité de tester des nouveaux marchés et de valider des débouchés économiques, puisqu'au fond, le Work Package 4, qui est en cours de début, de rédaction, il le permet, en ayant pris en considération les diverses briques, à la fois technologiques, opérationnelles et marchés, de valider s'il y a un futur. Et nous pensons, et j'ai pu observer tout à l'heure, qu'il y avait un nouveau call sur des bateaux autonomes pour des activités fluviales ou logistiques. Je voudrais aussi rajouter un point extrêmement important. Quand vous allez vous associer avec les partenaires de grande taille et de petite taille, il faut vraiment comprendre la philosophie que nous sommes dans le partage. Donc, le partage entre les idées, le concept, mais aussi les informations. Et parfois, les informations qui sont très sensibles. Donc, le grand point de vigilance, c'est aussi d'avoir l'esprit ouvert sur le partage. C'est pour ça qu'on arrive aux résultats concrets et appliqués. S'il n'y a pas de cette philosophie de partage extrêmement, ça peut arriver à la situation que le projet ne peut pas se développer ou on ne peut pas aboutir aux résultats communs. Pour conclure, finalement, quel a été l'impact sur l'évolution de NEAC? C'était un impact tout à fait important. Et puis, cette petite start-up qui a démarré en 2021, aujourd'hui, en 2026, espère se développer par des nouveaux projets et effectivement augmenter nos fonds propres afin d'avoir plus de puissance pour participer à des développements de marché et contribuer à une coopération européenne importante et d'échanges de philosophie qui parfois ne sont pas forcément les mêmes. Et nous sommes très contents, puisque ça a été souligné, ce projet comporte plusieurs participations de pays différents, de voir les mentalités et de voir qu'au fond, en Europe, nous avons un potentiel et une capacité innovante très importante qu'il serait nécessaire, je crois, de mettre plus en avant. Merci à tous pour votre écoute. Merci. Et puis nous sommes là, bien sûr, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment, enfin voilà, qui permet vraiment de montrer concrètement ce que ça veut dire d'être partenaire d'un projet Horizon Europe, ce que ça implique, mais aussi, alors certes en termes d'obligations administratives et financières, mais aussi en termes d'opportunités de développement pour votre structure et donc en l'occurrence ici une entreprise. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à penser que Horizon Europe est un programme de recherche, mais c'est aussi un programme de développement et de soutien à l'innovation. Donc votre projet l'illustre vraiment bien. Il illustre aussi que finalement le plus dur c'est de mettre le pied dans la porte, mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte, Horizon Europe apporte aussi, la participation à des projets Horizon Europe apporte aussi, c'est un effet boule de neige, ça apporte des opportunités, un réseau, l'envie de se repositionner sur des appels à projets qui ensuite arrivent sur de nouvelles vagues. Donc c'est ça qui est intéressant et qui est confirmé par tous les témoignages qu'on a. Une fois, l'expérience montre qu'une fois qu'on est impliqué dans un projet Horizon Europe, en règle générale, on y retourne et le consortium continue de s'agrandir. J'avais juste peut-être une petite question concernant justement, comment vous avez fait pour mettre le pied dans la porte du projet Formast? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des coopérations que vous aviez déjà? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, en effet, ça a été un long chemin. Je dirais que j'ai souligné l'avantage et l'importance du Living Lab et de la capacité à avoir de la donnée. Aujourd'hui, toutes
je dirais, tous les travaux qui impliquent plus ou moins de la fusion de données ou de l'intelligence artificielle, ou peu importe, ne peuvent avoir un avenir sérieux du point de vue tant universitaire que de débouchés économiques, que si la donnée, elle est véritablement issue de vrais tests. Et donc, nous avions été repérés par la qualité de ce laboratoire d'expérimentation. Pourquoi? Parce que nous avions candidaté à montrer que pour les Jeux Olympiques, eh bien, il y avait un territoire normand qui pouvait montrer une capacité à faire un traversier autonome et donc valider un savoir-faire français. Bon, ça n'a pas été retenu, mais pour autant, des Italiens nous avaient repérés et pour des opérations d'optimisation de trajets dans des voies navigables italiennes, et même c'était un programme européen, on avait participé à certains consortiums. Alors, un échec, deux échecs nous ont appris à comprendre à quel point il est nécessaire de préparer très en amont et de bien avoir une bonne compréhension des avantages des uns et des autres, et d'être certain qu'il n'y a pas redondance, et surtout que le chef de file qui va écrire les dossiers a bien documenté et a bien préparé son dossier. Et ce que vous soulignez est important, enfin, l'échec fait aussi partie du processus et c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais ça permet aussi de rebondir, de trouver d'autres partenaires. Enfin, c'est aussi comme ça qu'on améliore sa candidature et qu'on optimise ses chances de succès au prochain appel. Il y a une expression qui est « we learn in a pain ». Il faut bien aussi souligner que le projet est démarré en 2024, mais tout le montage du consortium il est commencé au début 2022-2023. Donc, il y a au moins 1 an et demi pour concevoir, concevoir le consortium. Là, effectivement, on parle de 16 partenaires, c'est lourd. Donc, il faut prendre du temps et il faut savoir, et c'est très important, et encore une fois, c'est très important à choisir le chef de file qui sera en capacité de faire une bonne rédaction. Ce projet, il a reçu les notes de 15 sur 15, il me semble, 15 sur 15. Donc, on a coché de tous les cases. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on avance. Je vois une question dans le chat qui sera plutôt pour Victor Bidou sur la transformation numérique sur zone portuaire. Avez-vous de la visibilité si cela peut concerner le financement d'infrastructures 5G? Victor, est-ce que vous auriez des éléments sur le sujet? Alors, j'entends la question et comme j'ai présenté tout à l'heure, la répartition entre PCN se fait sur une équipe de 5 personnes et c'est Amandine Cortier qui serait la meilleure personne pour répondre à cette question, puisqu'elle traite des sujets maritimes et tout ce qui est sujet fluvial aussi. Donc, je ne pourrais pas vous répondre là, aujourd'hui. Maintenant, le guide que je vais vous envoyer, que je vais envoyer à Zoé, qui pourra vous être remis, c'est un guide qui reprend l'ensemble des topics avec une synthèse pour chacun d'entre eux, qui ne remplace pas bien sûr le programme de travail qui lui est en anglais, fait 400 pages, et auquel il faudra vous référer si vous, au moment de votre candidature, mais ça sera une première approche qui simplifiera la lecture de ce topic. Voilà, donc je propose de lire ce guide et de nous écrire sur pcn-mobilité@bpifrance.fr et nous vous répondrons. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans le chat ou si vous souhaitez prendre la parole avant qu'on passe à un petit détour par la mission adaptation au changement climatique d'Horizon Europe et la présentation de l'outil Jump Europe? Je ne vois pas de main levée ni de questions dans le chat. Donc, écoutez, si vous en avez là jusqu'à la fin du webinaire, n'hésitez pas.
Et je vous propose d'enchaîner. Encore une fois, un grand merci à Ina et Alain Alliot pour leur présentation de la participation de NEAC Industrie au projet Formast. Et donc, on va passer par un petit détour sur la mission adaptation au changement climatique d'Horizon Europe, mission dans laquelle la région Normandie et la Normandie en général est particulièrement impliquée. Donc, peut-être vous indiquer d'abord que les missions, ce sont des... Oh, excusez-moi, mais les commentaires s'affichent à côté, mais bref, c'est pas très grave. Les missions, en fait, ce sont des volets d'Horizon Europe, des volets supplémentaires qui ont pour objectif, qui ont une thématique bien définie, des objectifs bien précis et qui ont pour objectif de financer des appels à projets un peu différents des appels à projets classiques d'Horizon Europe parce que leur objectif, c'est aussi de financer des approches plus participatives, développer des projets plus proches des citoyens. Et donc voilà, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, dans Horizon Europe, il y a 5 missions. Une mission sur la lutte contre le cancer, une mission sur les villes intelligentes et neutres en carbone, une mission sur la santé des sols, une mission sur les eaux et océans européens et une mission sur l'adaptation au changement climatique. Et donc là, je vais vous dire un mot sur la mission adaptation au changement climatique. D'abord, en termes de vision, évidemment, ça s'intègre dans la réalisation d'objectifs européens, en l'occurrence les objectifs de la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique qui avait été adoptée en 2021. Et donc, cette stratégie et donc la mission ont pour objectif de donner à l'Union européenne la capacité d'ici 2050 aux effets inévitables du changement climatique et devenir résiliente au changement climatique. Et donc la mission adaptation au changement climatique, elle a vraiment pour objectif d'accompagner cette montée en capacité européenne sur la résilience climatique. Concrètement, cette mission, elle a pour objectif d'aider au moins 150 régions et communautés européennes à devenir résilientes au climat d'ici à 2030. Régions et communautés, c'est un mot qui veut un peu tout dire et rien dire. En gros, ça veut dire territoire, quoi. Quelle que soit l'échelle de gouvernance considérée. Et donc, il y a trois grands paliers dans cette mission. Il y a un premier palier général qui est préparer et planifier la résilience climatique. Donc, c'est vraiment aider les citoyens, les parties prenantes, les collectivités, les acteurs de la recherche et de l'innovation à aller vers cette résilience climatique. Ensuite, accélérer les transformations vers la résilience climatique et démontrer les transformations systémiques vers la résilience climatique. Et donc, ça passe par le soutien direct à au moins 150 régions et communautés européennes et soutien également à au moins 75 démonstrateurs pour l'adaptation au changement climatique d'ici 2030. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la diapo, j'ai mis un lien vers le site de la Commission européenne dédié à la mission. Concernant l'implication de la Normandie dans la mission adaptation au changement climatique, la Normandie et en particulier la région sont impliquées dans plusieurs initiatives. D'abord, depuis 2023, la région, l'OFB et le CEREMA sont partenaires d'un projet qui s'appelle RESIST, pour Regions for Climate Change Resilience through Innovation, Science and Technology. En fait, la Normandie est territoire de réplication de solutions innovantes qui sont développées dans la région du sud-ouest de la Finlande et qui portent en particulier sur la gestion de l'eau, l'adaptation de la gestion de l'eau aux effets du changement climatique. Et donc voilà, c'est un programme de développement de solutions innovantes, de réplication, mais aussi de travail sur des outils comme des jumeaux numériques, également la question de la gouvernance, l'implication des citoyens et des parties prenantes. Donc RESIST, c'est vraiment un gros projet avec beaucoup de partenaires. Il y a également, la région est également bénéficiaire d'un projet qui s'appelle NormAdapt, qui est en fait un forfait européen distribué via un programme qui s'appelle Pathways to Resilience. Donc la région bénéficie d'un forfait de 210 000 € sur 18 mois pour développer une méthodologie pour définir une stratégie d'adaptation au changement climatique à l'échelle régionale, mais aussi dans des territoires pilotes et notamment des territoires qui sont engagés dans la dynamique territoire et climat de la région. Et enfin, la région est aussi impliquée dans une moindre mesure dans 2 autres projets qui sont financés par la mission adaptation d'Horizon Europe.
le projet Underpin, qui vise à développer un set européen d'indicateurs de résultats sur les projets d'adaptation. Et donc ici, la région sera impliquée dans la co-construction, le test et l'évaluation de ce set européen d'indicateurs. Et puis enfin, la région est impliquée dans le projet Climate Fit, qui lui porte plutôt sur le financement et l'investissement dans des projets d'adaptation, donc implication d'acteurs privés et publics pour le financement de l'adaptation. Et ici, la région Normandie a intégré récemment le programme de réplication des outils développés par Climate Fit. Donc là aussi, la région et quelques acteurs se sont impliqués dans un premier projet, Resist, et puis ça a amené au développement d'autres projets, en lien évidemment avec ce qui a été mis en place sur le territoire, et notamment le GIEC normand, que vous connaissez peut-être. Et donc, sur cette base-là, je voulais vous signaler que la mission Adaptation au changement climatique a ses appels à projets européens qui sont aussi publiés dans le cadre des programmes de travail d'Horizon Europe. Et donc, je vous ai mis en avant quelques appels qui pourraient potentiellement vous intéresser. D'abord, un premier appel qui est plutôt axé recherche sur la standardisation et le soutien aux services climatiques pour l'adaptation au changement climatique. Un deuxième projet qui est plutôt axé sur l'innovation, la démonstration de solutions innovantes pour l'adaptation au changement climatique du patrimoine culturel, une thématique un peu plus spécifique. Également un projet là plutôt axé recherche sur la résilience climatique des voies navigables et fluviales. Un projet ensuite, le mission 2026-01 Climat 07, qui là porte sur le développement de solutions innovantes pour des projets locaux d'adaptation. Donc c'est une CSA, c'est une action de coordination et de soutien. Massimiliano et Victor en ont parlé. Ici, en fait, l'idée, c'est de mettre ensemble un pool de partenaires financeurs européens qui ensuite vont lancer leurs propres appels à projets dans le cadre du projet qui sera retenu. Et donc ici, l'idée, c'est vraiment, dans un deuxième temps, d'amener les acteurs locaux qui auraient des projets d'adaptation à candidater aux appels qui seront lancés par ce projet. En sachant qu'ici, il est question de soutenir les projets d'adaptation à la fois via de la subvention et via des prêts. Mais si la thématique vous intéresse, l'antenne de Bruxelles est en veille sur le sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et puis enfin, en 2026, un dernier appel, là, en lien avec la mission SOL, Santé des sols, que j'évoquais tout à l'heure, et donc démonstration de solutions innovantes pour la résilience des sols aux événements climatiques extrêmes. Donc ça, c'est pour les appels à projets 2026 de la mission adaptation qui pourront peut-être vous intéresser. Et enfin, en 2027, la mission... alors, je me suis trompée dans l'intitulé de la diapo, pardon, c'est pas du tout la mission Ville intelligente et climatiquement neutre, c'est toujours la mission Adaptation au changement climatique. Et donc, en 2027, vous allez d'abord avoir le soutien de 5 à 5 projets dans le cadre d'un appel sur le développement de solutions transformatives pour améliorer la résilience climatique transfrontalière. Donc là, malheureusement, pour la Normandie, c'est un petit peu compliqué, mais ça vise plutôt des zones transfrontalières en Europe. En sachant que, cela dit, le Royaume-Uni est partenaire associé d'Horizon Europe. Donc à la limite, on pourrait développer des solutions transfrontalières avec la Manche au milieu. On a également un appel, le mission 2027-01 Climat 02, qui porte sur l'intelligence artificielle et la mobilisation de l'intelligence artificielle pour développer la résilience climatique. Et puis ensuite, un appel conjoint avec les missions Ville et New European Bauhaus sur la nature en ville et soutenir la restauration des écosystèmes naturels en ville. Et un dernier appel qui porte là plutôt sur la gestion des eaux usées en ville et la valorisation de solutions innovantes. Et la mission climatique est impliquée, donc il doit y avoir aussi une dimension adaptation dans cet appel.
Donc voilà, l'idée ici, c'était vraiment pas de rentrer dans le détail de ces appels, c'était plutôt de vous signaler potentiellement des opportunités qui vont arriver en 2026 et en 2027, qui vont arriver assez vite, puisque vous voyez, dans le cas des appels de la mission adaptation au changement climatique en 2026, les appels ouvrent en février 2026 pour une clôture en septembre. Et comme vous avez pu l'entendre au cours du retour d'expérience, voilà, ça s'improvise pas de monter un projet européen ou d'intégrer un projet européen en cours de montage. Ça prend souvent, c'est un processus long. Donc, si ces appels vous intéressent, n'hésitez pas à vous en préoccuper dès maintenant et à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, voilà pour la mission adaptation. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Et je laisse la parole à ma collègue Manon pour vous présenter l'outil Jump Europe. Merci Zoé. Si tu veux, avant que je présente Jump, je vois qu'il y a une question dans le chat. Oui, savez-vous comment le découpage des budgets a été fait par l'UE? Parfois, certains topics comprennent beaucoup de sujets, mais ont des budgets totaux bien moindres que quelques autres. Alors là, vraiment, ce découpage budgétaire se fait sur la base d'une proposition de la Commission européenne qui est ensuite négociée dans une instance qui s'appelle un comité de programme. Chaque volet d'Horizon Europe a un comité de programme dédié. Et dans ce comité de programme, vous avez des représentants de la Commission et des représentants des États membres, des États membres et des États associés à Horizon Europe, parce qu'on ne l'a pas forcément évoqué, mais donc peuvent participer à Horizon Europe des acteurs situés dans les États membres de l'Union européenne, mais aussi dans les États associés. Donc ça peut être le Royaume-Uni, la Suisse, mais également l'Égypte. La Nouvelle-Zélande est associée à Horizon Europe, donc c'est vraiment très vaste. Et donc au sein de ce comité de programme, il y a une négociation sur la préparation des appels et aussi sur leur budget. Donc voilà, la répartition se fait dans le cadre de ce comité. Et aussi en fonction des budgets qui sont disponibles d'une année à l'autre. Et donc voilà, Manon, je te repasse la parole. Merci. Je suis Manon Quérault, une collègue de Zoé à l'antenne de la région à Bruxelles. Et donc, je vais vous parler de Jump Europe, qui est un outil que nous gérons à l'antenne et avec nos collègues de Caen. Donc, un outil d'aide au montage de projets européens à destination des acteurs du territoire. Donc, depuis l'automne 2023, la région Normandie a développé cet outil qui permet de faire bénéficier aux porteurs de projets normands qui souhaitent déposer un projet dans le cadre des programmes européens, des programmes de financement européens, les faire bénéficier d'un accompagnement et d'un appui d'un consultant pour les accompagner sur certaines parties du montage du projet. Donc l'accompagnement est structuré en 2 formules. On peut avoir jusqu'à 60 heures d'accompagnement pour les acteurs normands qui sont chefs de file d'un projet et jusqu'à 30 heures d'accompagnement si le porteur normand est partenaire d'un projet ou dans le cas d'un redépôt d'un projet qui a déjà été déposé auprès de la commission mais pas sélectionné la première fois. Donc on a structuré cet outil en 3 lots thématiques. Un premier lot thématique qui s'oriente sur les enjeux de transition énergétique et climatique, d'environnement et de mobilité durable. Et donc sont éligibles les projets déposés dans le cadre des programmes comme LIFE, Horizon Europe, Interreg, etc. Un deuxième lot thématique orienté sur les enjeux numériques, recherche, innovation, internationalisation des entreprises. Ils sont concernés les projets qui sont déposés dans le cadre des programmes comme Horizon Europe, Europe numérique, Fonds de l'innovation, Interreg. Et un dernier lot thématique sur les sujets plutôt citoyenneté, jeunesse, éducation, formation, culture, et sont concernés les projets déposés dans le cadre des appels des programmes Erasmus+, citoyenneté, égalité, droits et valeurs, ou encore Europe créative. Donc ne sont pas éligibles tous les projets qui sont déposés pour des financements des FESI, donc le FEDER, le FEADER, FSE, etc. Et les projets déposés dans le cadre du MIE, Mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Donc tout cela ne sont pas éligibles. Donc pour les activités qui peuvent être réalisées pendant un accompagnement, on peut retrouver par exemple un appui à la rédaction de certaines parties des réponses aux
au formulaire de candidature. Ça peut être un appui à la relecture et à une analyse critique du dossier déjà en cours de montage. Ça peut être un soutien méthodologique pour la compréhension des différentes attentes de la commission sur le formulaire de candidature. Ça peut être de la recherche de partenaires, de l'aide au dépôt sur les plateformes de la commission. Ça peut aussi être un appui pour le développement du budget du projet, etc. Sur la slide suivante, merci Zoé. Donc, petit point d'attention sur ce qu'il faut déjà avoir avant de candidater pour bénéficier d'un appui Jump Europe. Donc, la région attend que vous ayez déjà bien identifié votre programme de financement européen et idéalement également identifié votre appel à projet. Ensuite, on attend que vous ayez aussi des pistes solides de travail, disons un projet déjà réfléchi et structuré, et que vous ayez aussi les moyens de vous impliquer dans le travail d'accompagnement, parce que, comme mentionné juste avant, l'accompagnement avec le consultant va jusqu'à 30 heures ou 60 heures, mais voilà, il faut pouvoir être disponible pour rédiger le projet dans sa globalité. Et donc, le soutien de Jump Europe est conditionné à un dépôt de candidature. Donc, la région Normandie attend des porteurs qui nous envoient la preuve de dépôt pour prouver que le soutien de Jump a bien été utile. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur Jump Europe, vous avez sur cette slide plusieurs liens utiles, notamment des liens vers la fiche descriptive, le webinaire de présentation que nous avons organisé en septembre et le lien vers la plateforme pour déposer une demande. Et n'hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail jump.europe@normandie.fr pour toute question complémentaire. Et pour terminer, on vous a parlé aujourd'hui de Horizon Europe, mais à l'antenne de la région Normandie, on suit aussi d'autres programmes de financement européens, d'autres programmes sectoriels. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Donc Zoé sera plutôt là pour vous accompagner si vous avez des questions sur les enjeux recherche, innovation, climat, énergie. Et de mon côté, plutôt sur les enjeux urbains, éducation, culture. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez nos adresses mail. Et le support sera disponible en ligne dans la journée, ou en tout cas d'ici la fin de semaine. Donc vous pourrez nous recontacter au besoin. Est-ce que vous avez des questions sur Jump Europe, éventuellement l'accompagnement que nous pouvons apporter, ou encore un regret sur des questions sur les appels 2026-2027 du cluster 5 d'Horizon Europe? N'hésitez pas, c'est le moment. Vous précisez que sur Jump, vraiment, c'est sur la base du premier arrivé, premier servi. Pour l'instant, il y a encore du budget, donc vraiment, n'hésitez pas à le mobiliser. C'est un outil qui court jusqu'en juin 2027. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous en saisir, notamment sur le lot 1 de Jump Europe, qui est axé transition, mobilité durable. Et voilà, il y a un cabinet qui peut tout à fait vous accompagner pour le montage de vos propositions. Et en plus du support et du replay, vous aurez accès aussi au guide mobilité évoqué par Victor, et on mettra également le lien vers le replay des événements d'info BPI France sur les appels. S'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire. Un grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup et belle journée.